surprise. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, Stéphane Ravier ? Vous savez, au Sénat, les choses se passent de façon beaucoup plus calme. Non, ce qui était marrant, c'est que j'étais en séance. On examinait la mission santé à ce moment-là. Et on est aussi sur notre portable. Nous écoutons évidemment nos chers collègues qui s'expriment. Mais alors, il y avait beaucoup de sénateurs, beaucoup de mes collègues de droite, centristes, qui me disaient « Alors, c'est quoi les nouvelles ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Mais je ne suis pas en direct avec Marine Le Pen, moi. Avec Éric Ciotti, ils ne me tiennent pas informé, heure par heure, par minute, de ce qu'ils comptent faire. Donc au Sénat, écoutez, les sénateurs étaient, je dirais, à l'écoute, inquiets, mais cette droite qui se présente en tout cas comme telle a récolté ce que leur chef, celui qu'ils ont soutenu, a semé. Je crois que ça a été très clairement exprimé. S'il avait été à l'écoute, comme il s'y était engagé, s'il avait consulté, mais enfermé dans ses dogmes, dans ses certitudes de toujours, il ne fait que récolter ce que Marine Le Pen et Éric Ciotti lui avaient annoncé. Il n'a pas été pris au dépourvu, par surprise. C'est pas un coup de jarnac, quoi. Il a été prévenu. Attention, et il s'est entêté. C'est le résultat de son entêtement. Oui, alors la question qui se pose maintenant, il y a 2 motions de censure déposées, l'une par LFI, d'ailleurs très critique dans le texte envers le Rassemblement National, et l'une du Rassemblement National qui, elle, évidemment, ne sera pas votée par la gauche, on l'imagine. Du coup, la question qui se pose, parce qu'il y a encore plusieurs options, c'est on censure ou on censure pas, Charles Aloncle ? Non, je pense pas qu'à l'heure actuelle, il y a encore plusieurs options. Nous, on est assez déterminés à censurer Michel Barnier, notamment pour épargner les Français de ce budget complètement inique. Après, vous savez, une motion de censure, quel que soit le contenu, c'est simplement stop ou encore vis-à-vis du gouvernement. C'est ça la seule décision, la seule clé de décision. Donc LFI, évidemment, a voulu faire son petit coup politique avec des propos outranciers dans le cœur du texte. Nous, on n'est pas dogmatique. Nous, notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France. Quel que soit le parti qui propose cette motion de censure, on fera preuve de responsabilité, contrairement à tous les autres partis de gauche qui n'en font qu'à leur tête. Oui. Hier, vous avez fait une réunion. D'ailleurs, on recevra tout à l'heure Olivier Fessat, qui est l'un de vos collègues. Demain, ce sera Géraud Verny, qui est également député UDR. Comment justement... Que des gens bien, que des gens du Sud. Oui, c'est vrai, là on est vraiment... Il y a le soleil. Hier, vous avez fait une réunion à 13h. La réunion, ça a commencé par quoi ? C'était une réunion un peu de crise ? C'était une réunion plutôt positive ? Ou alors ça a directement été go censure ? Non, je mentirais si je vous disais qu'il y a eu une unanimité totale dans nos rangs parmi nos députés, que ce soit à l'UDR et au Rassemblement National. Nous, on est comme tous les Français, on réfléchit, on essaye de voir quelle est la meilleure option, la meilleure solution. Certains députés étaient un peu plus timorés quant à cette censure. La grande majorité était quand même favorable à la censure, uniquement par le prisme de ce budget qui n'était pas le bon, qu'on dénonçait depuis des semaines. Et en fait, ce qui a été arbitré, c'est la boussole vis-à-vis des Français. Comment éviter aux Français, aux entreprises, aux retraités, alors qu'on a la pression fiscale la plus élevée de l'OCDE, 45% de taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB. C'est la même chose pour les entreprises. Il faut rappeler qu'on est à plus de 19% d'impôts sur les entreprises, là où la moyenne des pays européens, c'est 12%. Idem sur les impôts de production, on est à près de 5%, la moyenne des pays européens, c'est 2%. Enfin, on peut égrener les chiffres les uns après les autres. Donc en fait, notre seule boussole, ça a été ça. Ça a été l'allègement de cette pression fiscale qui est devenue insupportable. Oui. Stéphane Ravier, vous qui connaissez bien Marine Le Pen, je voulais vous lire le tweet de Jenny Bastier du Figaro qui dit « Dans le choix de la censure de Marine Le Pen, il faut sans doute lire une forme de ressentiment justifié envers un système qui n'a fait que l'humilier. La stratégie de la cravate a donné lieu au refus de la poignée de main. » C'est vrai, personne n'a voulu serrer la main de Flavien Termet, qui était le Benjamin de l'Assemblée nationale lors de la première séance. Même des ministres macronistes ne lui ont pas serré la main. Je pense à Agnès Pannier-Runacher. Oui, tout à fait. La dédiabolisation a donné lieu au turbo-front républicain. À quoi bon jouer la respectabilité ? C'est la question que pose Jenny Bastier. Finalement, là, Marine Le Pen, elle est tout feu, tout flamme, surtout dans la situation politique dans laquelle elle est en ce moment.
Alors, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est à la tête du mouvement. Avant d'être à la tête du mouvement, elle a fait partie de ces militants. Et c'est sûr qu'après tant d'années durant lesquelles elle a dû avaler des anacondas, et pas seulement des couleuvres, des humiliations, des insultes, la mise au banc de l'humanité, peut-être que la volonté de revanche de leur faire payer ces années de mise au cachot doit être forte. Mais est-ce que ça ne vient pas défaire toute une stratégie d'institutionnalisation et de respectabilité ? Mais je veux croire qu'elle est au-dessus de tout ça. Parce que quand on se positionne comme la possible prochaine chef d'État, on doit faire fi des petites, même si elles ont été nombreuses et répétées, humiliations personnelles venant de la part du système. C'était l'hommage du vice à la vertu en réalité. Alors moi je pense qu'elle est quand même au-delà de tout ça, et que c'est l'intérêt du pays qui la guide, c'est l'intérêt des Français. Ça a été clairement dit, tous les clignotants sont au rouge, il n'y a pas un domaine où cela va. On a examiné hier la mission santé et tous les débats. Oui, il y a des présidents d'hôpitaux qui alertent. L'hôpital est à l'os. Ouais. Les déserts médicaux en milieu rural et aussi en milieu urbain. Moi, à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, où la population est fort dense, fort nombreuse, il y a aussi des déserts médicaux en raison de l'insécurité, plein de choses. Bon, il n'y a aucun domaine. L'AME qui avait été pourtant supprimée par les sénateurs l'année dernière, eh bien aujourd'hui il faudrait se contenter de rogner 200 petits millions d'euros sur 1,3 milliard. Donc pendant qu'on dérembourse les médicaments, pendant que les mutuelles sont augmentées, donc voilà, dans ce domaine, la gauche demande toujours plus d'argent pour l'immigration. Rien en matière des lignes rouges du Rassemblement national. Rien en matière de lutte contre la fraude sociale. On sait qu'il y a à peu près 5 millions de cartes vitales comme ça, de frauduleuses qui sont dans la nature, ce qui représente une fraude de 6 milliards d'euros. Michel Barnier n'a absolument pas remis en cause ce dogme. Bon, et alors, la fraude fiscale, la fraude migratoire en général, c'est entre 20 ou 50 milliards d'euros par an selon les experts. Rien du tout dans ces domaines-là. Donc c'est ça qui guide, je crois, je suis même assez convaincu, Marine Le Pen et ses troupes, c'est l'intérêt du pays. Justement, Marine Le Pen, elle n'a pas tardé à réagir après l'utilisation du 49.3, donc on l'a dit tout à l'heure, elle a annoncé que le Rassemblement national déposerait une motion de censure, on l'écoute tout de suite. Au moment où je vous parle, est déposée une motion de censure, que donc nous déposons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Le gouvernement a prévu 30 à 40 milliards d'euros de taxes et impôts supplémentaires. Nous avons été extrêmement raisonnables dans les demandes que nous lui avons transférées au nom des Français, avec le mandat que nous a donné les Français, le mandat de protection en quelque sorte qu'ils nous ont accordé. Charles Lalonde, justement, Marine Le Pen dit ces termes avec le mandat que les Français nous ont donné, et c'est ce que vous reprochent d'ailleurs tous les députés centristes, centre-gauche, centre-droit, les Républicains, que vous allez plonger finalement le pays dans le chaos. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous ouvrez une période de crise comme la France en a rarement connue? On rappelle d'ailleurs que ce sera la seconde fois seulement dans la Ve République qu'il y aura une motion de censure qui aboutira à la chute d'un gouvernement. Et ces propos ont été insupportables. Enfin, depuis des jours, ce discours, c'est proprement des fake news. Quand on entend une ancienne première ministre, Elisabeth Borne, qui est aujourd'hui à nouveau députée, nous dire que les cartes vitales cesseront de fonctionner, que les soins ne seront plus remboursés en cas de motion de censure. Un shutdown à la française, en fait. Exactement, mais sachant que le shutdown ne peut pas exister avec toute la solidité que notre Constitution comporte. On n'est pas aux États-Unis. Et on a une ancienne première ministre qui nous balance ça, des fake news pures pour terroriser les Français, avec les impacts que ça peut avoir aussi sur les marchés financiers. Donc, absence totale de sens de la responsabilité. Je débattais sur LCP hier face à Mathieu Lefebvre, pareil, de Ensemble pour la République. Il nous a sorti exactement le même discours, alors qu'il sait pertinemment que ce sont des mensonges éhontés. Oui. Un autre élu aussi, Yannick Noder, qui était rapporteur sur la commission des affaires sociales, exactement de la même façon, il est de la droite républicaine, il nous a sorti la même chose sur l'hôpital, va arrêter de fonctionner, les soins ne vont plus être remboursés. C'est insupportable, quoi. C'est proprement insupportable. La seule responsabilité, c'était de censurer pour éviter ce budget et
30 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires. Et au fond, moi je pense que ce que Michel Barnier, la crise notamment fiscale, économique, la crise d'incertitude qu'il a ouverte avec ce budget, on est en train progressivement de la refermer, on est en train de panser ses plaies. Maintenant c'est à Emmanuel Macron de jouer son rôle de nommer un nouveau Premier ministre. Mais je pense que ce qu'on a fait hier, ce qu'on votera demain, contribuera à apaiser une grande partie des Français. Stéphane Ravier, moi je pense que je vais parler au nom de nos auditeurs qui voient simplement en tout ça une bordélisation continue depuis des mois, qui a été poussée notamment par des comportements de LFI qu'on a pu suivre, et de la France Insoumise, mais aussi d'autres partis. Comment donner espoir encore à nos auditeurs d'un potentiel encore nouveau gouvernement ? Mais en fait, même nous, franchement, on essaie de suivre, mais on commence à s'y perdre. Comment donner espoir ? Il faut qu'ils tiennent bon. Voilà. Il faut qu'ils soient patients et courageux. Il est certain qu'à l'issue de cette motion de censure, la composition de l'Assemblée nationale n'aura pas changé. Il n'y aura toujours pas de majorité, quel que soit le nouveau Premier ministre. Et même si Macron démissionnait, ce à quoi je ne crois pas, il n'est pas certain qu'à l'issue, il y ait une chambre qui soit plus clarifiée encore. Il faut qu'ils soient patients, qu'ils s'accrochent et qu'ils soient plus nombreux la prochaine fois à l'occasion des élections, parce que nous sommes dans une démarche démocratique. Et moi, je suis peut-être naïf, mais je veux croire aux élections, je veux croire en la démocratie. Et ceux qui aspirent vraiment au changement, eh bien, doivent se mobiliser davantage la prochaine fois. Ça ne va pas tarder, encore quelques mois. Et effectivement, le chaos annoncé par Elisabeth Borne, c'est complètement irresponsable. Mais le chaos, il existe déjà dans le quotidien des Français. C'est 5 millions de chômeurs, c'est une insécurité, c'est 12 millions de crimes et délits par an en réalité, c'est une immigration de remplacement, c'est une islamisation chaque jour plus conquérante. Ce sont les faillites d'entreprises qui atteignent des sommets. Le chaos, il est déjà là, et c'est le résultat de la politique menée par M. Barnier depuis 3 mois et par ses amis depuis 30 ans. Donc il est là, le vrai chaos. Écoutez, il faut s'accrocher. On a le scénario catastrophe agité par Mme Borne n'est là que pour faire peur, pour essayer de sauver sa peau à elle, parce que c'est sa carrière qui l'intéresse, pas la vie des Français en général, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient dans le privé, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient les libéraux, c'est pas ça qui les intéresse. Donc ils s'accrochent, on est là. On va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais quand on vous écoute, on se demande, Stéphane Ravier, à qui le péché originel, à qui la faute ? C'est Emmanuel Macron, la dissolution, finalement, il a mis les pieds dans l'inconnu, il n'aurait jamais dû dissoudre ? Il a mis le pied gauche et ça n'a pas porté bonheur, quoi. Hein. Ouais. Ça, c'est clair qu'il a fait qui tout double, et c'est plutôt. Je tiens la réclame, cette dissolution pour le mois de juin prochain. On rappelle qu'on ne peut pas le faire avant un an, donc ça n'arrivera pas avant. Il y avait déjà le bordel à l'Assemblée nationale avec LFI, mais c'était plus ou moins contenu, quoi. En tout cas, dans le fonctionnement des institutions, il n'y avait pas de blocage. Avec cette dissolution, il n'a fait que bordéliser institutionnellement. C'est ça le drame. Ouais. Mais bon, il faut que chacun désormais en assume les conséquences, et je crois qu'il faut quand même pas mélanger la démarche de la droite nationale, on va dire, pour faire simple, et de LFI. On voit bien que LFI, dans cette motion de censure, ils n'ont pas pu s'empêcher de critiquer fortement, d'être toujours très agressif envers le camp national. L'intérêt, c'est de voter la motion, quelle que soit la personne ou le groupe qui la présente. C'est pas parce que LFI va dire qu'il fait jour à midi qu'on va dire qu'il fait nuit. Ça, c'est leur attitude à eux. C'est en toute responsabilité qu'il faut passer par là, parce que le gouvernement et Emmanuel Macron nous y ont contraints. Oui. En parlant de conséquences, Charles, on a évoqué le pire, mais dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui peut se passer ? Parce que finalement, on se demande, Barnier tombe, il se passe quoi après ? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez-vous pour colmater un peu cette crise ? Finalement, c'est quoi ? C'est démission du président ? C'est dissolution en juin ? On fait quoi ? Démission. Effectivement, je rejoins les propos de Stéphane Ravier. Je pense que le seul responsable derrière, c'est quand même Emmanuel Macron. Le bilan, c'est 1000 milliards de dettes supplémentaires, cette procédure de déficit aggravée, ces comptes maquillés avec un écart de déficit de 52 milliards. Entre ce qui était annoncé et ce sur quoi on est en train d'atterrir. Un record sur le déficit commercial. Des records comme ça, on peut en égrener. Donc, c'est Emmanuel Macron.
pendant ce temps, l'ancien ministre de l'économie est en Suisse, c'est ça? Il est à Lausanne, grassement payé. Visiblement, son intelligence n'est plus un obstacle pour l'exercice de ses fonctions. Il a laissé 52 milliards comme ça de comptes maquillés et il passe des jours heureux en Suisse pendant qu'ici, c'est le feu, quoi. Ce sont eux mais les responsables. Ce sont les responsables. Et donc, je pense que les Français ne sont pas... Quand on connaît la personnalité d'Emmanuel Macron, on imagine mal qu'il puisse démissionner quand même. On imagine mal qu'il puisse démissionner, mais en fait, j'ai l'impression que ça reste la seule solution. Peut-être qu'il y aura une nouvelle dissolution dans 6 mois, peut-être, et je l'espère que les Français auront depuis un peu cheminé sur la nécessité d'une majorité forte et d'une alternance que le camp national propose. Sans doute, mais en attendant, il va falloir composer un nouveau gouvernement, il va falloir prendre un nouveau Premier ministre, des nouveaux ministres, et je pense honnêtement que ce qui s'est passé là sur les dernières heures, au moins, aura eu un mérite, c'est de donner un avertissement à ce prochain Premier ministre que toute hausse d'impôts, toute hausse des taxes, toute mesure qui n'irait pas vers un peu plus de courage sur la baisse des dépenses publiques sera sévèrement sanctionnée. Ça, je pense que ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Charles Lang, moi j'ai une question. Vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous vous attendiez à ce bazar, en fait? Parce que moi je me dis, on arrive là, on se dit... C'est une institution, c'est beau. Moi je suis habitué, c'est moi qui le mets le bazar. Donc un bazar républicain, un bazar constructif. Non, ce qui m'a vraiment étonné, ce sont tous ces sujets de posture, de théâtre, de comédie. Moi j'étais très étonné, notamment par l'attitude de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, en ce moment, c'est un peu le gendre idéal dans toutes les bonnes familles. Chez les bourgeois, on nous explique que si c'était lui, est-ce qu'il pourrait pas porter nos idées? Il est quand même courageux, Bruno Retailleau, il ressemble quand même à quelqu'un de droite, il a l'air austère, etc., etc. Bruno Retailleau, le jour de la niche du Rassemblement national, on a proposé 2 textes qui faisaient consensus. 85% des Français, ils sont favorables. Le rétablissement des peines planchées, que Christiane Taubira avait supprimé, et l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. À nouveau, je le rappelle, 85% des Français sont d'accord. Les 2 seuls groupes à avoir exprimé leur opinion favorable, c'est le Rassemblement national et l'UDR. Tous les autres groupes ont voté contre. Et Bruno Retailleau, par la voix de son ministre délégué, Nicolas Daragon, a appelé à voter contre. Donc, et ça, vous voyez, quand je vais dans ma circonscription, les Français ne l'ont pas entendu, les Français ne le savent pas. Les Français gardent quand même toujours une opinion favorable de Bruno Retailleau, mais quand vous leur dites la vérité, ils tombent de haut. Et moi, je suis tombé de haut quelques semaines après mon élection, quand j'ai vu quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect, qui avait le verbe haut, semblait courageux quand il était au micro, mais qui l'a tellement déçu au moment de passer à l'action. Ça me déçoit. Oui, j'ai un exemple supplémentaire, si vous permettez, pour Bruno Retailleau. Il est venu il y a quelques semaines à Marseille présenter son plan contre le trafic de stupéfiants. On allait voir ce qu'on allait voir. C'était intéressant, il y avait quand même des idées qui étaient plutôt pertinentes, puisque c'était les miennes. Mais pas de droit d'auteur, c'est dans l'intérêt national. Mais à l'issue quand même de sa conférence, il y avait un énorme trou dans la raquette. La raquette avait quasiment disparu. Il n'a pas employé le mot expulsion pour ne pas avoir abordé le thème de l'immigration, alors que selon la police marseillaise, Stéphane Ravier, Salubi, 50% des trafiquants non seulement sont des étrangers, mais des clandestins. Et son prédécesseur, M. Darmanin, a fait savoir que 65% de la délinquance à Marseille est le fait des étrangers, et on ne compte pas les binationaux. Je lui ai dit hier soir, là, à la tribune, pourquoi un tel déni? Pourquoi refuser de voir ce troupeau d'éléphants dans le couloir? Bon, peut-être parce qu'il était flanqué du ministre de la Justice. Oui, c'est ça, il est cerné d'un côté par Didier Migaud et de l'autre par Emmanuel Macron, et puis toutes les instances, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Mais il pourrait s'en émanciper, il est aujourd'hui ministre, il pourrait jouer sa partition et juste défendre les Français. Il trouvera un obstacle derrière, juridique, constitutionnel, qui l'empêchera d'aller au bout de ses mesures. Au moins qu'il nous le dise, au moins qu'il ait cette vertu de dire voilà pourquoi je suis empêché, voilà pourquoi les idées que les Français soutiennent majoritairement ne peuvent pas aboutir, et qu'il agisse comme un révélateur. Là, c'est même pas le cas. Mais vous avez dit, la question qui se pose, c'est et si c'était lui? Emmanuel Macron va devoir se trouver un nouveau Premier ministre, et il a déjà confié, on l'a su de son entourage, que la solution n'était pas à gauche. Donc on va continuer dans une forme de centre-droit. C'est pas Michel Barnier, les noms de Xavier Bertrand, Bruno Retailleau vont revenir sur la table. Le Cornu a l'air d'être celui qui est le plus insistant. Tenir la route, oui. Le Cornu a l'air de tenir la route. Et ce serait quoi comme projet encore? C'est ça la question. Le même que vous voulez. Ce serait
le même, On s'enlise, mais en là, fait, je pense, non, mais là, je pense honnêtement que sur la copie qu'on va devoir retravailler sur le budget, le gouvernement aura compris que il va falloir faire preuve de plus de courage sur la baisse de la dépense publique et ne pas s'engager sur le moindre chemin de hausse d'impôts et taxes. Et vraiment, à nouveau, je pense qu'au moins cette censure aura eu ce mérite de rappeler à la droite ses fondamentaux, d'éviter tout dogme socialiste. Est-ce que cette situation, pardon Stéphane Ravier, a pu aussi mettre en lumière peut-être certaines, je vous pose la question vraiment dans les couloirs en interne, certaines dissensions, notamment sur les questions économiques entre UDR et le RN. Moi, je pense que ça reste un budget qui, malgré les hausses d'impôts, est libéral à certains égards. Est-ce que c'est pas un budget qu'aurait pu signer des deux mains Éric Ciotti il y a encore quelques mois? Le budget qui vient... Hormis les hausses d'impôts, parce que quand même, sur le déremboursement des médicaments, il y a plein de choses sur lesquelles on fait des économies. Ah non, mais il y a aucun courage, exactement. C'est des économies sur le dos des Français, sur le dos de nos entreprises, sur le dos des Michel Barnier et Ciotti étaient dans la même écurie il y a encore quelques mois. Et bien sûr, mais il n'y a rien, Stéphane Ravier le disait très justement, et puis il n'y a rien sur la réforme de l'État, il n'y a rien sur dégraisser toutes ces strates parfaitement inutiles qui coûtent, selon un dernier rapport remis au Premier ministre en février, un peu plus de 7,5 milliards. Il n'y a rien sur la lutte contre la fraude sociale, il n'y a rien. Et au contraire, c'était des contrefaits qui ont été allumés où ils ont présenté une copie avec l'AME, alors qu'une grande majorité des Français veulent la suppression de l'AME, 100 millions de plus dans le nouveau budget. Des crédits en moins, par exemple, alloués à l'éloignement des étrangers. Tous les signaux qu'ils ont envoyés, alors qu'ils viennent quand même d'un Premier ministre qui a longtemps été à droite et a longtemps été aux Républicains, sont des signaux pour plaire à la gauche. Donc on n'a vraiment pas compris la copie initiale, et puis la copie finale aussi, de Michel Barnier. En fait, c'est ça la supercherie, finalement. Michel Barnier n'était pas de droite et on aurait dû s'en douter. Oui, on aurait dû s'en douter. Il a quand même un CV, Michel Barnier. Donc c'est pas le perdreau de l'année, quoi. Donc on aurait pu quand même se rendre compte qu'il était issu du système. Mais certains naïfs ont voulu y croire. Il était rassurant. Il était déjà dans son approche des députés moins arrogant, moins agressif. Il avait l'air plus ouvert. Mais bon, sur le fond, c'est resté le même. La politique de la ville, par exemple, c'est 100 milliards d'euros depuis 30 ans. La Cour des comptes elle-même, on ne peut pas dire qu'elle soit noyautée par les ciotistes ou par les marinistes. La Cour des comptes a fait savoir que c'était parfaitement inutile. Vous avez un échelon plus modeste, le Conseil économique, social et environnemental qui a été créé en 2017. Ils nous ont pondu une vingtaine de rapports. Vous en avez entendu parler ? 60 millions d'euros cette plaisanterie. 60 millions d'euros, bon, ben voilà, vous en voulez des économies. Il y en a à faire. Tiens, il y a l'ancien ambassadeur de France en Algérie qui nous apprenait il y a quelques semaines que Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, avait envoyé une lettre à son homologue algérien pour leur dire écoutez, vous, toute la nomenclatura du FLN algérien, vous avez qu'à venir en France, c'est cadeau, les soins. Ça fait 30 ans que ça dure. Mais c'est un simple courrier. Bon, ben, il y a un nouveau courrier à faire pour leur dire c'est fini la guinguette, c'est fini, parce que mais même ça, ce n'est pas remis en cause. Il n'y a pas de loi à faire voter, il n'y a pas un blocage institutionnel ou ce que vous voulez. Même ça, ce n'est pas remis en cause. Donc, il faut effectivement je crois que cette censure aura cette fonction de dire, de faire savoir au prochain gouvernement. Vous avez vu, c'est possible. On est allé jusqu'au bout. Donc, tenez-le pour dit. Et maintenant, faites le boulot qui est à faire sur le fond. Et pas cosmétique. Arrêtez, là, il y a 3 milliards d'euros d'impôts de plus pour les entreprises qui sont à l'os. c'est elles qui sont les créatrices d'emplois et donc de richesse et de fiscalité positive. Eh bien non, c'est 3 milliards d'euros de plus. Pendant ce temps, l'État, lui, ne se réforme pas. Oui. Moi, j'observe ça depuis des années. Il exige des Français, en général, des entreprises en particulier, qu'ils se réforment, qu'ils adaptent. Lui ne se réforme jamais. C'est vraiment un mastodonte qui est en train d'écraser, d'étouffer le pays. Je crois que c'était moi. Aujourd'hui, on voit justement qu'il y a tous ces chiffres. On parle de chiffres et je pense que ça perd même nos auditeurs parce qu'on ne sait même plus comment s'y retrouver. Mais on les connaît, ces chiffres. On sait d'où ça vient. On sait d'où coule justement l'argent de l'État. Mais comment ça se fait qu'on puisse regarder en face la caméra et dire à vos électeurs, à nos auditeurs, en fait, ouais, on sait, on s'en fout, en fait. Clairement, c'est ce qui se passe. Michel Barnier à la droite, quoi, ouais. Par électoralisme, je pense que le poids de la fonction publique aujourd'hui, c'est quand même quasiment 6 millions de Français qui sont fonctionnaires, qui
Alors tous ne notamment sont pas... le cas de la mairie de Paris. La mairie de Paris, la mairie de Montpellier. Moi, je suis député notamment de Montpellier. On a appris une perquisition dans les locaux du maire Michael Delafosse, maire socialiste, qui lui a été un fervent artisan du Front républicain. Il y a des soupçons de près de 300 emplois fictifs pour la seule mairie de Montpellier. Des emplois fictifs, hein. C'est des gens qui sont payés, qu'on n'a plus vus au bureau depuis des mois ou des années. Mais c'est ça aujourd'hui, l'état de certaines collectivités, l'état du fonctionnement de l'État en lui-même. France Travail aussi, c'est vrai que votre collègue Géraud Verny nous avait fait un peu le bilan. France Travail, c'est je ne sais plus combien de milliers de fonctionnaires en France qui travaillent à rien, finalement. Qui eux ont du travail du coup. Qui eux ont un travail mais qui cherchent du travail pour personne puisque ne sont même pas dans les locaux ou alors qui travaillent à vide. On voit très bien ce qui se passe, on parle des pharmacies, de la santé, mais ça c'est pareil, il y a des trous, mais c'est quand même aberrant quand on entend les sommes, c'est affligeant. Moi franchement ça me fait mal au ventre de me dire qu'il y a des entreprises, des artisans qui se battent tous les jours, des jeunes qui veulent créer leurs entreprises et en fait 3 mois après ils doivent mettre la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas le budget et derrière on est en train de... Mais eux n'ont pas le temps d'aller manifester. Mais bien eux sûr. n'ont pas le temps d'aller manifester, eux n'ont pas le temps d'aller bloquer à Noël les trains, eux n'ont pas le temps de... Donc en fait, eux, on ne les épargne pas parce que d'un point de vue électoral, en fait, on prend moins de risques. Et c'est cet électoralisme qui est devenu insupportable. Donc il faut juste renverser la table. Il y a un sujet au-delà de cette gestion économique parce que on voit que le gouvernement Barnier est en train de tomber sur ces sujets économiques et à cause du budget. Il y avait un projet qui devait voir le jour en janvier, c'est la nouvelle loi immigration. On est on est début décembre. Si le gouvernement Barnier tombe, on imagine la crise institutionnelle. Le temps, quand même, que vous le disiez ou non, il y aura quand même une sorte de crise politique le temps qu'on trouve un nouveau Premier ministre. On se souvient qu'on a passé l'été quand même avec un régime démissionnaire. Il va falloir trouver un nouveau Premier ministre, donc il y aura une nouvelle perspective. Est-ce qu'on s'attend toujours à ce qu'en janvier, on travaille sur la question de la loi immigration qui avait été projetée, ou est-ce que ça aussi, tant pis, ça va encore, ce sera pas une priorité? Nous, on l'espère, et on mettra la pression sur le prochain gouvernement pour que ce soit l'un des textes prioritaires, qu'il soit étudié. Et quand je dis on, c'est même pas... les 140 députés du Rassemblement national et de l'UDR, c'est des millions de Français qui attendent ça, des millions de Français qui attendent de pouvoir s'exprimer sur l'un des sujets qui a été les plus fondamentaux et qui a le plus changé le visage de la France ces dernières années, pour lesquels on n'a jamais donné la parole aux Français. Donc je pense que le gouvernement, de la même façon, verra nos quelques lignes rouges, qui seront simples, qui seront les mêmes que celles qu'on a exprimées à Michel Barnier lors de son discours de politique générale. On avait parlé des sujets migratoires et de laxisme. Dans un mois, dans 3 semaines, ce seront exactement les mêmes. Oui. Il faudra quand même que ce gouvernement soit conscient que les Français ne souhaitent pas une nouvelle loi, une 30e loi sur l'immigration. Oui, c'est l'application de la loi. Une première et dernière loi sur la non-immigration. C'est ça qu'ils veulent. Et il y a une majorité de Français désormais, pas seulement à la droite nationale, même une grande partie de l'électorat de gauche. Ça y est, l'immigration est sous leur fenêtre. Donc évidemment, et ils la voient d'un peu plus près. On est passé du vivre ensemble, ça c'est la théorie, au vivre avec. Et ça, le vivre avec, au quotidien, c'est de plus en plus compliqué pour tous les Français. Donc c'est une loi sur la non-immigration que nous attendons et surtout son application. Parce que dans ce domaine-là, et ça vient d'être dit, c'est dans tous les domaines que l'immigration a des conséquences extrêmement négatives sur les comptes publics, sur la sécurité, sur notre identité, sur le fonctionnement de l'entreprise, sur notre fonctionnement dans les services publics. Ce n'est pas une chance, je le dis depuis longtemps, c'est devenu un véritable fléau, et pas seulement en France, mais enfin nous, c'est la France qui nous intéresse. Il est donc urgent qu'il y ait une première et dernière loi sur la non-immigration. Vous ferez pression, vous, au Sénat, sur le prochain nouveau Premier ministre? Vous pouvez faire confiance sur votre serviteur pour s'y employer. Et pour montrer juste l'état de l'opinion publique, pour la première fois de l'histoire des sondages, les Français se prononcent majoritairement, je crois que c'est 52% qui réclament une immigration zéro. Même pas une immigration choisie, même pas une immigration... j'en parle même pas de regroupement familial, une immigration zéro. La majorité des Français. 30 ans, hein. Ils ont été patients, les Français. C'est le peuple le plus accueillant, le plus tolérant du monde. Cela fait 30 ans qu'ils accueillent, 30 ans qu'ils se poussent, 30 ans qu'ils se saignent, qu'ont-ils récolté, si ce n'est en réalité, au final, la haine de la France, la haine de nos traditions, de notre culture, de notre culte, un véritable phénomène de remplacement. Donc je crois que maintenant
la coupe de l'immigration est pleine. Bon. Et Vous il va falloir la vider, évidemment, avec des méthodes tout à fait démocratiques et républicaines. À Marseille, Non, vous résisterez. on va suivre tout Ils vont ça. résister à Marseille. C'est vrai qu'à Marseille, ça résiste. Et d'ailleurs, on en parlera, je pense, très brièvement tout à l'heure. Mais là, il y a 21 personnes de la DZ Mafia qui ont été arrêtées. Oui, mais ça, c'est à saluer la part des forces de l'ordre. La police judiciaire à Marseille a fait un travail extraordinaire, de fond. Je ne pense pas que ce soit sous l'impulsion de Bruno Retailleau que c'est un travail sur le terrain d'enquête. La police fait un travail extraordinaire. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail, de condamner lourdement et d'expulser. Là aussi, j'ai donné les chiffres tout à l'heure sur la délinquance à Marseille, son origine migratoire. Bon, il y a toute une chaîne à reconstituer. La police fait son travail, la justice doit faire le sien, l'administration aussi, l'administration pénitentiaire. On ne doit plus pouvoir, en prison, commanditer des crimes, comme c'est encore le cas aujourd'hui, quoi. Donc il y a toute la chaîne qui est à reconstituer. Il y a du boulot. Et on est là pour ça. On va suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce Réveil des idées. Merci.